Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Bravo à l'Afrique de la Renaissance. Si c'est la première fois que vous me découvrez sur cette chaîne, sachez que nous parlons ici de géopolitique, de géostratégie et d'histoire des relations internationales. Et vous savez ce qu'il y a lieu de faire, c'est de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, de cliquer sur la notification. Et si vous êtes déjà abonné, partagez cette vidéo. Et en commençant, mettez-nous à de nombreux pouces. Nous en avons besoin. Même si vous êtes de passage ou vous êtes habitué, mettez de nombreux pouces. Déjà avant de suivre cette vidéo. Si vous avez fait ce que nous avons dit, nous allons vous annoncer dans le plan de cette vidéo. De quoi est-ce que nous allons parler? Nous avons promis la semaine dernière de faire le tour de certains pays d'Afrique de l'Ouest. Parce que c'est là où l'actualité internationale est assez bouillonnante. L'actualité géopolitique, où la guerre pour la souveraineté est en train de prendre corps et en train de prendre forme. Oui, il y a des tendances très disparates, très différentes dans les différents pays de la CEDEAO. Et que va devenir la CEDEAO que devient la CEDEAO dans ce contexte? L'élément principal de cette vidéo, ce serait de voir le dernier sommet de la CEDEAO. De quoi est-ce qu'il est question? C'est de cela que nous allons parler. Les implications, les analyses. Parce que ça fait un peu rire, ça fait au même temps pleurer ce qui se passe dans la CEDEAO. Et à partir de là, nous allons voir ce qui se passe au Sénégal. Que se passe-t-il exactement au Sénégal? Nous avons fait une vidéo toute brève pour repositionner les acteurs politiques ou nos auditeurs sur la situation du Sénégal, le pays dans son ensemble et puis les différentes tendances où est-ce qu'on va. Et nous n'oublions pas de parler également du cas de la Côte d'Ivoire. Donc, si vous avez bien retenu ces grands titres, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et pour cela, laissez-nous de nombreux pouces. Si vous n'avez pas encore fait, mettez-nous des pouces. Et si vous l'avez déjà fait, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous êtes déjà abonné, partagez cette vidéo et préparez-nous les commentaires sur les thèmes que nous avons évoqués tout à l'heure. Donc, et sur ce, nous entrons dans le vif du sujet. La fin de la semaine dernière s'est achevée par un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Parce qu'on s'est empressé de programmer un sommet extraordinaire. C'est vrai que depuis on en fait tellement de sommets à la tête de la CEDEAO qu'on ne sait plus où s'en tenir. Mais lorsqu'il faut prendre des sanctions, on va plus vite. Mais à quoi a sonné le récent sommet de la CEDEAO? Le sommet de la CEDEAO a pondu un communiqué où on levait toutes les sanctions sur le Mali, le Burkina et le Niger. Oui, toutes les sanctions étaient levées. Pourquoi les sanctions ont été levées maintenant? On ne sait pas pourquoi les sanctions sont levées. Est-ce que dans ces pays qui ont été sanctionnés, il y a eu un repli tactique ou il y a eu un refus ou quelqu'un a demandé les excuses, un pays a demandé les excuses ou est-ce qu'ils ont atteint les objectifs? On se pose la question. Mais à cette question, la réponse est non. Bazoum n'est pas revenu au pouvoir. Les pouvoirs militaires n'ont pas changé d'option. Ils ont maintenu le cap. Et au contraire, ils sont durcis. Et les sanctions n'ont pas créé l'effet escompté. Est-ce que ces pays sont devenus les plus faibles? On a entendu un président, soi-disant économiste, nous dire que la Russie était la 11e puissance du monde. Et que la Russie ne pouvait pas aider le Mali. Ben, aujourd'hui, est-ce que ce pays peut encore parler fort face au Mali? Plus de 2 ans après. 2 ans après. Est-ce que ce pays peut parler? Est-ce que la Côte d'Ivoire peut encore parler militairement fort face au Mali? C'est toute la question qui se pose. Donc, la CEDEAO s'est réunie avec à sa tête les présidents togolais, les présidents de la France-Afrique, togolais, ivoiriens. Et ils ont essayé de discuter aux Béninois. Mais déjà avant ce sommet, on voyait déjà des présidents du Bénin s'excuser de pourquoi le fondement de ces sujets, de ces affaires, parce qu'ils prennent déjà un coup. Ils prennent déjà un coup. Donc, la CEDEAO lève des sanctions contre 3 pays. Mais ces 3 pays n'ont pas changé de cap. Pire, quelques semaines auparavant, ces 3 pays avaient décidé de quitter la CEDEAO. Comment vous pouvez parler des gens qui ne font pas partie de vous? Ils ne sont plus membres de la CEDEAO. Ils ont quitté la CEDEAO, donc ils ne sont plus membres. Maintenir les sanctions ou se réunir extraordinairement pour dire qu'on a levé des sanctions, ça ne change rien. C'est du temps perdu inutilement. Ça nous rappelle les situations où la France décidait de bannir Nathalie Yam sur son territoire. Ça nous faisait rire. Bon, c'est vrai qu'elle est camerounaise, mais ça nous faisait rire parce que vous ne pouvez pas bannir un Suisse du territoire français parce qu'un Suisse elle a un passeport suisse. Elle n'a pas besoin de demander un visa pour aller en France. Et d'ailleurs, même, elle va en France chercher quoi? Donc, voilà des situations qui sont un peu bizarres. Vous choisissez
sanctionner quelqu'un qui n'est même pas dans votre ligne de mire. Donc, la CEDEAO prend des sanctions et puis les lève, alors que là, ils ont quitté la CEDEAO, ils ne sont plus membres de la CEDEAO. Donc, les sanctions, c'est un sommet extraordinaire pour rien. Et qui sont ceux qui sont derrière cette CEDEAO qui commencent déjà à prendre l'eau de toutes parts? Ce sont des présidents comme le président du Sénégal. Le Sénégal est un bastion fort de la France-Afrique. Mais à vous, le cadre qu'on vous a tracé tout récemment, la diplomatie sénégalaise est en train de battre des ailes de part et d'autre. Mais je vous avais dit, j'ai dit cette chaîne, depuis que le troisième mandat de Macky Sall va s'opérer par tous les moyens. Parce que Macky Sall, j'avais intitulé ma vidéo, Macky Sall n'a pas encore dit son dernier mot à propos du troisième mandat. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Et pour cela, je m'appuie sur le discours de Macron. Parce que Macron a bien justifié, je continue de le dire, que le troisième mandat de Macky Sall est nécessaire. Et il a qualifié ça, c'est un mandat nécessaire parce que c'est un mandat de la transition énergétique. Oui, la France décide son programme énergétique en comptant sur l'exploitation des ressources énergétiques du Sénégal. Donc, ce troisième mandat doit avoir lieu. Et Macky Sall, ces derniers temps, après avoir reporté des élections sans dire pourquoi, même si la Cour constitutionnelle a institué, elle appelle maintenant au dialogue. Oui, c'est toujours comme ça. Ils sont à la fois des pompiers, et puis des pyromanes, et puis des pompiers. Voilà. Après avoir fait le feu, on appelle maintenant au discours, au calme, pour perdre du temps. Donc, d'ici le 1er février, d'ici le mois de mars, normalement, Macky Sall ne devait plus être président de la République. Mais voilà qu'il est toujours en selle. Et au mois de mars, il sera toujours président. Et il va continuer à gérer le pays. Et sous les regards des autres pères de la CEDEAO, et on ne dira rien. Combien faut-il de morts pour qu'on règle une situation pareille? Donc, le Sénégal est dans une situation très difficile parce que c'est le mauvais exemple à suivre actuellement. Après nous avoir dit pendant longtemps que c'est le meilleur exemple de la démocratie, c'est vraiment la situation. Le Sénégal est dans une situation de dictature prononcée. Mais nous avons dit, le troisième mandat de Macky Sall aura lieu. Nous pensons au regard des fonctionnements de la France-Afrique. Nous pensons que ce troisième mandat aura lieu malgré les morts qu'il peut en avoir. Et Macky Sall lui-même vous a dit que si les acteurs politiques ne parviennent pas à s'entendre, on ne sait pas sur quoi s'entendre, puisqu'on a déjà compté les mandats et tout est prêt. Une troisième force pourrait prendre position ou arranger les choses. Donc, il prépare déjà que si la tension se poursuit, l'armée va prendre le pouvoir et on va assister à un coup d'État et parler d'un régime de transition. Et pendant ce temps, la France va exploiter naturellement les ressources pétrolières et gazières du Sénégal sans problème. Donc voilà à peu près le schéma qui est en train de se dessiner au Sénégal. Et Sonko ne sera pas donc à la présidence dans les normes qu'on aurait souhaité. Parce que quand on va peut-être faire un coup d'État et qu'on va dire qu'on va aller dans un régime de transition, qu'on va remettre les institutions à plat et redessiner, refaire la configuration, on va vous dire que non, il y a eu une transition depuis 2 ans. Après, on va dire qu'on a prolongé parce qu'il y a tel point qui n'a pas été résolu. Tout ça parce qu'il faut empêcher Sonko d'arriver au pouvoir. Qui est Sonko? Il faut bien voir, il faut bien retenir. Sonko est d'origine casamançaise et jusqu'à présent, aucun Casamançais n'a encore tenu les rênes politiques du Sénégal. Oui, parce qu'ils ne sont pas seuls comme ça en Afrique. Dans beaucoup de pays africains, il y a des tribus qui sont bannies du pouvoir. Pour ne prendre que le cas de l'Afrique de l'Ouest, les Ibo ne doivent pas prendre le pouvoir. Les Peuls ne doivent pas prendre le pouvoir en Guinée. Donc, il y a autant de Peuls dont les Français ne s'entendent pas avec eux, ou les Français les redoutent. Parce qu'on a trop fait d'enterrer Sonko ou un Casamançais. On ne leur fait pas, les Français ne leur font pas confiance. Et eux aussi ne font pas confiance aux Français. Donc, Sonko, nous lui avons dit bravo parce qu'il avait un discours qui était assez propre de la souveraineté du peuple. Et le peuple l'a applaudi. Mais après, il a dit qu'il n'est pas contre la France. Alors qu'il disait que le franc CFA est nocif. Mais malgré cette tergiversation, la France doute de lui. Même s'il a déjà dit avec la France doute de lui. Donc, voilà la situation au Sénégal. Un Casamançais, on ne peut pas lui faire confiance parce que les intérêts de son pays, son nationalisme est très poussé de pouvoir s'entendre avec notre peuple. C'est comme les Peuls. Les Peuls ne discutent pas tant que les intérêts ne sont pas en jeu. Donc, ils préfèrent rester à la marche et ne pas participer à des négociations ou à des compromissions. Parce que parler de négociations, c'est parler souvent de compromissions. Et c'est la même chose qui se passe donc en Côte d'Ivoire.
la Côte d'Ivoire, c'est le bastion économique de la France-Afrique parce que comme le Sénégal est le bastion diplomatique de la France-Afrique, la Côte d'Ivoire est le bastion économique de la France-Afrique. C'est la France qui organise généralement la montée en puissance du Sénégal sur le plan économique, de la Côte d'Ivoire sur le plan économique. Et ils veulent faire d'Abidjan leur principal pôle d'exploitation économique. C'est la raison pour laquelle ils se battent pour que tout reste à Abidjan. Parce que tant que tout est à Abidjan, ils contrôlent Abidjan. C'est eux qui ont créé Abidjan et c'est eux qui gèrent Abidjan. Maintenant qu'on arrive à des destructions, on nous a promis depuis quelques années l'ouverture des métros. Mais là, pourquoi est-ce qu'on veut absolument déguerpir tout un quartier, le quartier des opposants? Parce qu'il faut le déni. Nous pouvons sur le quartier des opposants pour pouvoir tracer le métro. Tout cet argent qu'on déploie pour casser et pour chercher à dire reconstruire, on pouvait carrément reconstruire des villes, une ville entièrement nouvelle. Non, mais les Français n'ont pas envie de quitter Abidjan. Ils préfèrent rester à Abidjan parce qu'ils maîtrisaient bien la situation. Ils maîtrisaient les tunnels qu'ils ont créés à Abidjan. Par exemple, les tunnels qui reliaient l'ambassade de France à la présidence pour aller capturer Babo. Ils maîtrisent tous les points stratégiques d'Abidjan. Aller créer une nouvelle capitale, des choses peuvent les échapper dans la construction. Donc, si vous avez bien compris cette vidéo dans laquelle nous avons fait le tour de l'actualité, les faits saillants de l'actualité, la situation le sommet de la CEDEAO qui sanctionne ou qui lève des sanctions contre des membres qui ne sont plus leurs membres, quel effet cela peut avoir? La situation au Sénégal qui devient de plus en plus inquiétant. Donc, nous avons donné notre analyse et notre point de vue sur les tendances vers où on va. Donc, ne soyons pas naïfs de ce qui va se passer au Sénégal dans les jours à venir. Il en est de même pour la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire, après avoir commencé les casses, elle a dû apaiser les tensions en libérant les principaux opposants politiques. Nous le disons bravo. Peut-être les partisans de Barbo vont un peu souffler. Barbo a reçu Tidiane du PDCI. Donc, nous leur disons peut-être bravo. Est-ce qu'ils vont trouver une entente? On connaît comment est-ce que les Ivoiriens font souvent les transhumances politiques. Donc, si vous avez bien écouté cette vidéo, mettez-nous des pouces, mettez-nous de nombreux pouces. Abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur la cloche de notification, ce n'est pas gratuit. C'est bien gratuit, je veux dire, je m'excuse. Et surtout, préparez-nous un commentaire. Laissez-nous, s'il y a un aspect qu'on n'a pas bien développé, laissez-nous ou apportez-nous des éléments pour essayer d'édifier tous nos abonnés. Donc, un salut particulier à mes abonnés et je vous souhaite un bon début de semaine. Nous vous donnons rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Merci.